Bonjour à toutes et à tous. Je crois que certains de nos intervenants sont à distance. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que la CPME est avec nous? Oui, absolument. Désolé, mon identité ne s'affiche pas. Je suis Bruno Dondero, président de la commission juridique de la CPME, et je suis avec Adrien Dufour. Mais je préfère me connecter avec mon téléphone parce que sinon j'ai peur qu'on soit coupé de temps à autre. Voilà. Aucun souci, on vous entend bien. Et nous avons Madame Odile Lebrosse avec nous. Alors, voilà, on va en fait, d'abord, je voudrais vous remercier chaleureusement de votre présence aujourd'hui. On va vous laisser l'occasion de vous présenter. On est dans le cadre d'une audition sur la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Pour moi, et en tant que chef d'entreprise, il est très important de pouvoir auditionner à la fois les grandes entreprises, je parle des PNL, à la fois la CPME, les petites et moyennes entreprises, à la fois l'Association française des entreprises privées, pour avoir un peu le ressenti du monde économique. Pour être ancien chef d'entreprise, je sais à la fois la difficulté dans lesquelles sont les mandataires sociaux et les chefs d'entreprise dans des situations parfois difficiles. La loi a beaucoup évolué sur des sujets de harcèlement, sur des sujets de corruption, sur des sujets dont les chefs d'entreprise ont intérêt à ce qu'ils en soient le plus préservés et à investir aussi dans la prévention de tout cela. Et donc, pour moi, il était très important d'entendre votre voix. Alors, on a comme règle pour ces auditions une rapide déclaration orale d'intérêt. Donc, simplement, peut-être présenter les intérêts que vous avez. Alors, vos fonctions, évidemment, sont évidentes. Si vous avez d'autres intérêts ou d'autres situations personnelles qui viennent par en quelques mots qui pourraient interagir sur votre avis, soit vous soyez en conflit avec des associations ou en procès sur telle chose. Enfin, quels que soient les liens d'intérêt que vous puissiez avoir ou des intérêts dans tel domaine, on va vous laisser la parole pour peut-être vous dire ça, et puis on attaquera dans le vif du sujet sur votre réaction par rapport au texte et les points d'évolution que vous souhaiterez, cas échéant, voir figurer. Voilà, merci encore de votre présence. On commence par vous, Madame Odile Lebrosse. Oui, voilà, donc moi je suis responsable des affaires juridiques de la FEP. Donc la FEP, on regroupe 120 grands groupes français, privés français, donc de tous secteurs confondus. Après, au titre de, je ne vois pas trop bien quelle ça, c'est votre fonction salariée. Voilà, c'est ma fonction salariée, mais après, je n'ai pas d'autres fonctions ni associatives, ni qui pourraient rentrer en conflit avec ce que je déclare. Donc, bien entendu, je défends les intérêts des grands groupes. Bien sûr, c'est votre métier, c'est tout à fait transparent. Le lien d'intérêt n'est pas un conflit d'intérêt en soi, et en l'occurrence, c'est très direct, parce que c'est votre métier d'être service. Peut-être on commence par vous, madame, si vous pouvez peut-être nous donner votre regard sur le texte, sur la problématique, sur les éléments que vous souhaitiez partager. Voilà, alors, d'une manière très générale, donc les sociétés en fait regrettent quand même la loi Sapin, c'est-à-dire qu'elles étaient elles avaient. Ah oui, pardon. Voilà. Donc elles étaient satisfaites dans l'ensemble de l'équilibre trouvé par la loi Sapin, et elles estiment que la directive, à bien des égards, constitue plutôt une régression. Donc je pourrais m'en exprimer au fur et à mesure de mon exposé sur ces régressions. La première étant que jusqu'à présent, il y avait 3 canaux, 3 paliers pour effectuer un signalement. Or maintenant, on met au même niveau le signalement interne et externe auprès des autorités, ce qui risque quand même de poser un certain nombre de problèmes, sauf si on arrive à trouver des moyens véritablement de recommander aux personnes d'utiliser des signalements internes avant d'aller vers des signalements externes. Parce que sincèrement, on ne voit pas bien, notamment dans ces sujets RH, de harcèlement, etc., comment une autorité externe pourra traiter de ces signalements, surtout s'ils viennent de différents pays. Oui, alors du coup, sur cette thématique-là, c'est vrai qu'on est dans ce texte sur
Un exercice obligé, c'est-à-dire que la transparence. Bien sûr. La transposition, de toute façon, s'impose à nous. La transparence, tout à fait. Donc, on n'a Et pas de marge de voilà, manœuvre, c'est ça, on n'a si pas de ce n'est manœuvre à sur travers ce les point-là. mesures Voilà. d'encouragement. À travers les mesures d'encouragement. Voilà, c'est ça. Alors après, je vais dire comme ça, la mise en concurrence du canal interne et externe incitera, j'imagine, les entreprises à avoir un canal interne qui inspire confiance, qui est sécurisé, qui est efficace, parce que du coup, les salariés ont plutôt tendance à l'utiliser parce qu'ils sont convaincus de son caractère juste, efficace et réel. Mais effectivement, voilà, cette donnée s'impose à nous. Bien sûr. Donc, il y a des exercices imposés, mais il y a peut-être moyen quand même de pallier ces difficultés. Alors après, si je rentre dans la définition des lanceurs d'alerte, on voit que la notion de désintéressement qui figure à l'article 6 de la loi Sapin a été supprimée. Quand on a posé la question, vous avez dit que c'est en raison du considérant 22 qui ne permet pas en fait, de contrôler les motifs du signalement. Et donc, on a remplacé par la notion de contrepartie financière directe. Alors, je m'arrête 2 minutes sur cette notion de contrepartie financière directe, parce qu'on a le sentiment, à travers cette rédaction, qu'on peut faire des contreparties financières indirectes. Oui. Donc, je pense que c'est un peu maladroit. Et il faut sans doute supprimer. Donc, pour moi, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se faire rémunérer pour ce qu'on fait. Point. Donc, en fait, on n'a pas besoin probablement du mot direct. Je pense que je suis d'accord avec vous. Je suis désolée, j'ai tout complètement. Non, vous pouvez enlever le masque. Non, excusez-moi, vous pouvez enlever le masque. Ah En oui, fait, merci. on a cette règle-là. Je suis en train d'étouffer à moitié à chaque fois que je reprends ma respiration. Non, je vous en prie. Désolé de préciser. Et on a un verre si vous souhaitez ici. Voilà. Alors, mais en même temps, on voit que l'absence de cette notion de désintéressement, elle nous ennuie quand même beaucoup, parce que de plus en plus, enfin c'est ce qui remonte des entreprises, ces procédures de lanceurs d'alerte est de plus en plus instrumentalisées à des fins personnelles, notamment dans des sujets RH pour obtenir des indemnités, etc. et obtenir en quelque sorte un statut de salarié protégé. Donc on me dit, on me remonte qu'effectivement il y a même des cabinets d'avocats qui se sont un peu spécialisés là-dedans et qui disent, bon, ben, si vous voulez obtenir une contrepartie, vous voulez donner votre démission, avoir des indemnités, enfin négocier votre départ, bon, ben, vous faites une procédure et comme ça, vous avez un statut protégé, ça peut permettre d'influencer pour obtenir des dédommagements dans le cadre d'une transaction. Donc ça, c'est évidemment une très mauvaise pratique qu'il faut essayer d'encadrer. Alors, je n'ai pas énormément d'idées, sauf éventuellement de reprendre ce qu'avait dit le rapport Gauvin dans le rapport d'information. Il disait qu'il faut essayer de mieux préciser le caractère de bonne foi. Et le caractère de bonne foi, bah, c'est le fait d'avoir des motifs raisonnables, et c'est d'ailleurs figure dans la directive, c'est le fait d'avoir des motifs raisonnables de croire, à la lumière des circonstances et des informations dont la personne qui signale dispose au moment du signalement, que les faits qu'il signale sont véridiques. Donc, c'est un petit garde-fou, mais peut-être qu'on pourrait ajouter cela dans la définition du lanceur d'alerte. Je comprends tout à fait. Alors, quand même, un élément important maintenant sur le sujet, c'est que les lanceurs de droit peuvent donner un avis sur le caractère réel ou pas d'un lanceur d'alerte. Puisque maintenant, il peut être saisi. Oui, mais du coup. Au deuxième stade, en principe. Non, ça peut être. Enfin, au deuxième stade. Enfin, soit il choisit le canal interne ou le canal externe. S'il choisit le canal externe, effectivement, le défenseur des droits peut se prononcer. S'il choisit le canal interne. À tout moment, hein, non pas sur le fond de l'alerte, mais sur le statut. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je comprends ce risque et évidemment, il faut le mesurer. En même temps, il faut quand même se mettre sous la dent, au droit, prouver qu'il puisse tenir face à un indice extérieur du défenseur des droits. Je veux dire, c'est quand même supprimer un certain flou qui existait auparavant. Donc 4 ans, c'est pas si défenseur d'alerte, parce que la justice donne 4 ans pour trancher. Donc 4 ans, si vous êtes défenseur d'alerte, si je fais un peu court et caricatural. Là, on pourra tout de suite saisir le défenseur des droits et donc avoir sur la bonne foi, puisque c'est le sujet que vous mentionnez, avoir un éclairage sur ce que c'est un défenseur d'alerte ou pas.
Et pour nous, c'est aussi une facilité. L'entreprise, elle saisit le défenseur des droits. Non, la personne c'est la personne qui saisit le défenseur des droits. Et s'il ne le saisit pas, s'il ne le saisit pas et qu'il n'a pas de preuve, parce qu'il faut apporter la preuve d'un crime d'un délit, enfin, une violation, c'est quand même, voilà, il faut apporter la preuve d'un crime d'un délit. Oui, mais vous savez qu'en matière de harcèlement, la preuve est renversée. La charge de la preuve est renversée. Donc, on est dans des situations pas mais ça simples, existe déjà sur le harcèlement, si vous voulez. Donc, je comprends. Mais du coup, et c'est une dérive qu'il faut éviter. C'est une dérive qu'il faut éviter. Qu'on vous signale, je ne suis pas sûre d'avoir, avec cette meilleure précision de la bonne foi, je ne suis pas sûre d'arriver peut-être à résoudre la difficulté. Peut-être que le professeur Mondero aura des idées de toute façon, sur ce sujet-là, mais je trouve que il faut le signaler. De toute façon, je pense que, absolument, et je pense que c'est l'intérêt des lanceurs d'alerte, de ne pas voir cette logique et ce texte récupéré à tort et à travers par toutes ces personnes qui peuvent l'utiliser à des fins instrumentalisées. C'est-à-dire, de plus en plus, ils ont affaire quand même à des petits maîtres chanteurs qui utilisent ça pour avoir ce statut de salarié protégé, c'est bien connu. Voilà. Et c'est pas il n'y a pas de statut de salarié protégé. Entre guillemets, non, il n'y a pas de guillemets, il y a quand même une protection, non, numéro de césaille, des licenciements, etc. D'accord, mais c'est la reprise. Il n'y a pas. Non, mais c'est important. Non, mais quand je dis c'est entre guillemets, je comprends très bien. Je comprends très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de statut qui donnerait une armure de protection, etc. Contrairement à un élu, au CE, il faut saisir l'inspection du travail avant de licencier, etc. Il n'y a pas ça. C'est uniquement la représaille qui peut générer la problématique. Oui. Et pour moi, c'est très important. J'avais hier une discussion, on me disait, ça va être, après, ça va être plus intéressant d'être salarié protégé. Non, il n'y a pas de statut protecteur en soi. Il y a une protection contre l'acte de représailles. Ce qui est la construction. Voilà, je suis ancien chef d'entreprise, je sais la sensibilité des sujets, y compris, bien sûr, de respecter dans les salariés, mais de jouer la juste place et pas avoir cette dérive qui serait, encore une fois, évidemment, au détriment des entreprises, mais aussi au détriment des vrais lanceurs d'alerte qui vont s'exposer une fois. En tout cas, c'est très bien. Une petite précision, moi je partage tout à fait ce qui est dit. D'abord, sur le salarié protégé, c'est vrai qu'en droit du travail, salarié protégé, c'est attaché à des choses qui sont extrêmement objectives, notamment une question ou alors pour les salariés enceintes, sur le fait récemment notamment sur une protection circonstancielle. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous parliez d'une définition de la bonne foi. Est-ce que vous n'avez pas peur, en mettant en marque de la loi une définition de la bonne foi, finalement on restreint l'office du juge et qu'il ne puisse pas prendre, parce qu'on ne pourra pas prévoir toutes les situations. Je sais qu'en matière des droits du travail, il y a toujours des cas très particuliers. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on s'enferme et qu'on crée un peu plus d'insécurité juridique? Le gars, en fait, on a déjà quand même une appréciation jurisprudentielle de la bonne foi qui est déjà assez ancienne. Voilà, là, ce que je donne, c'est assez raisonnable, et en plus, c'est des critères c'est une définition qui est donnée par la directive elle-même. Oui, c'est-à-dire que là, pour être précis, pour être précis, ce serait de qualifier des informations dont il a des motifs raisonnables de croire à la lumière des circonstances des informations dont il dispose au moment du signalement qu'elles sont véridiques et portent sur un crime. Donc, ce serait plutôt qualifier le fait que ces informations, on ait des motifs raisonnables de croire à la lumière des circonstances des informations dont il dispose au moment du signalement qu'elles sont véridiques et qui portent sur. C'est-à-dire, grosso modo, que ces informations elles-mêmes, sur un crime ou un délit, on a des motifs raisonnables qui existent en droit. Ouais, après, moi, j'ai toujours du mal avec le droit qui est un peu trop bâtard, parce que je trouve que on restreint le chiffre du juge et que ça peut être. Ça peut finalement bon, en tout cas, on va l'étudier. Merci de cette proposition. En tout cas, elle mérite de la clarté. Alors, après, on a un deuxième sujet qui est l'articulation de la proposition de loi avec les dispositifs sectoriels. Oui. Parce qu'il y a bien l'article 1 qui dit que les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque sont réunies les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement prévoyant des mesures au moins aussi favorables à l'auteur du signalement. Donc la question, c'est des mesures au moins aussi favorables à l'auteur du signalement. D'abord, tous ceux qui traitent des signalements ne vont pas être forcément des experts juridiques de la chose.
Et puis, ça comporte une part de subjectivité. Donc, en fait, il faudrait prendre tous les dispositifs spécifiques, essayer autant que faire se peut, de les aligner sur la directive, éventuellement en ne gardant que des dispositions spécifiques qui auraient pu être prévues par une directive européenne, parce que ça existe. Malheureusement, le droit européen n'est pas forcément cohérent d'un texte à l'autre. Et je pense que ça irait mieux, d'autant que, par exemple, et en droit du travail, on a énormément de dispositions dans le code du travail et on ne voit pas très bien, si on ne fait pas l'articulation, quel va être le rôle du référent harcèlement sexuel prévu dans le code du travail, qu'est-ce qui va rester à la médiation qui est prévue en cas de harcèlement moral. Donc, soit il faut écraser toutes ces dispositions du droit du travail et faire en sorte que tout le sujet harcèlement, etc., soit traité par les lanceurs d'alerte, par les canaux de signalement des lanceurs d'alerte, soit dans ces cas-là, il faut utiliser le considérant 22 de la directive qui autorise les États membres à ne pas traiter des sujets qu'ils appellent des signalements de griefs, qu'ils appellent ça des griefs interpersonnels. Donc, qui concerne des conflits entre un auteur de signalement et un autre travailleur, au sens de la directive. Mais je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui laisser en l'état tout le dispositif de droit du travail sans chercher à harmoniser. Qu'est-ce qu'il va faire franchement, que va faire ce référent harcèlement sexuel? Qu'est-ce qu'il va faire? Quel va être son rôle, alors qu'on a un dispositif, on voit bien les procédures et les personnes pour traiter la procédure. Et alors, sur ce point, ça vise spécifiquement les procédures prévues par la loi du type processus anticorruption, sur lequel, au marché financier, sur lequel il y a des dispositions ultra spécifiques. D'ailleurs, ça va être un peu réécrit pour dire si elle est moins disante, ce qui est effectivement un caractère subjectif, elle n'est pas caduque, mais c'est des dispositions moins disantes qui sont rehaussées. Et en fait, on est en train de voir l'ensemble de l'impact pour les réécrire et les adapter. Mais la vocation spécifique traite de l'AMF ou des sujets d'alerte très spécifiques. Sur le sujet anti-harcèlement, pour moi, ça ne change rien, mais je comprends votre point, c'est qu'il ne faut pas mélanger les sujets. Il va y avoir des concurrences de procédures, donc en fait, on empile dans nos différents codes des mécanismes. Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de rationaliser tout ça? C'est-à-dire que si on considère que finalement un sujet de harcèlement est mieux traité dans le cadre des signalements, enfin de la procédure d'alerte, finalement pourquoi empiler Parce que tout ça, ça a été mis en place à un moment, à une époque où ça n'existait pas. Oui, mais il y a quand même une différence de nature énorme. Encore une fois, on n'a pas un statut du lanceur d'alerte qui serait concurrentiel avec un autre. On a une situation où on va regarder les représailles faites à l'encontre d'un lanceur d'alerte. C'est très, très différent. Dans 90% des cas, il n'y a pas de représailles. Et donc, il n'y a pas de sujet en soi sur la protection du lanceur d'alerte s'il n'est pas inquiété. Le harcèlement, c'est quand même très différent, puisque là, on a une situation de victime de harcèlement. Il y a un canal de communication pour faire part de scènes qu'on a pu voir ou d'exprimer le sentiment qu'on est victime de harcèlement. C'est un domaine très, très différent, à mon sens, mais peut-être… Oui, mais on pouvait très bien avoir un salarié qui, d'une part, va vers le référent, et puis d'autre part, signale dans le cadre de la procédure. Et donc, comment on combine ces deux procédures, enfin, sachant qu'il doit y avoir une confidentialité. Donc, à partir du moment où il est allé voir le référent, comment assurer la confidentialité. Et ça, ça existe déjà aujourd'hui. On a un canal interne pour les lanceurs d'alerte dans les entreprises, et aussi des harcèlements. Ça ne change rien. Je veux dire, la situation est actuelle. C'est une occasion de remettre à plat et de rationaliser. D'accord. Donc ça, c'est une limite pour vous de la loi Sapin 2 qu'il faudrait corriger. D'accord, je comprends. Parce que mon texte ne change rien au regard de cela, puisqu'on a aujourd'hui un canal interne. Ça ne change rien, mais on voit que finalement, on accumule en fait les dispositions. Pas plus. Oui. Non, mais pas plus. Le canal interne, il existe déjà.
il est obligatoire déjà. Oui, oui, déjà, il est obligatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je comprends votre point. Je comprends votre point. Et c'est un peu une réserve par rapport à Sapin 2 sur le risque de multiplicité. Et en pratique, vous avez constaté des difficultés déjà existantes. Par exemple, ce que vous citiez le cas du référent harcèlement par rapport aux procédures déjà existantes. Je me dis qu'à la limite, il peut y avoir 2 procédures concurrentes. Enfin, on Mais va c'est pas le cas. remonter, mais est-ce que c'est un problème? Peut-être au regard des sujets de la confidentialité, par exemple. Parce qu'on doit vraiment assurer la confidentialité du traitement à partir du moment où la personne est allée voir elle-même plusieurs personnes au sein de l'entreprise. Puis c'est aussi pour faciliter la vie du lanceur d'alerte. Parce que finalement, est-ce que c'est pas plus simple pour lui d'avoir une seule manière de traiter son cas, plutôt que d'avoir des procédures concurrentes qui s'enchevêtrent? Je comprends. En même temps, entre une victime de harcèlement et un lanceur d'alerte, on n'est pas sur les mêmes registres. Oui, mais je vous en parle parce que dans 80% des cas, j'insiste là-dessus parce que en fait, dans 80% des cas, dans les entreprises, les sujets RH, finalement, ils ont très peu de sujets anti-corruption, des choses comme ça. Ils ont vraiment à 80% ces sujets qui sont en fait des problèmes de relations entre salariés. Non, je comprends. Mais est-ce que vos adhérents vous ont montré aujourd'hui, dans le système Sapin 2, une confusion de ces cas? Alors, pas de... Mais c'est un risque. C'est un risque. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Très bien. Voilà. C'est clair, merci. Alors après, donc il y a des éléments dans la directive qui sont intéressants, mais qui concernent les autorités publiques. Et par exemple, ils disent que les entités publiques peuvent bénéficier d'un délai de traitement allongé en cas d'influx important de signalement. Elles peuvent clore une procédure en cas de violation manifeste mineure ou des signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information. Et finalement, pourquoi pas étendre tout ça aussi aux entités privées? Pourquoi le réserver uniquement aux entités publiques? Alors, c'est peut-être du décret. En même temps, la limite de ce que je vous raconte, c'est que c'est peut-être pas du domaine législatif, c'est peut-être du décret. Mais en tout cas, je trouvais intéressant d'en parler. Par ailleurs, alors là, pour le coup, je pense que ça relève de la loi. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi le cas où un lanceur d'alerte saisit à la fois, parce qu'il s'y perd dans toutes ces procédures, il saisit à la fois l'autorité externe et puis il saisit aussi le canal interne de son entreprise. Et ben dans ces cas-là, il faudrait traiter ce cas et dire que dans ces cas-là, s'il y a une autorité externe qui a été saisie, ben l'entité privée n'est pas tenue d'assurer le suivi du signalement. On ne va pas faire 2 enquêtes parallèles. Hein. Et donc, il faut considérer que l'entité prime dans ces cas-là. Et de la même façon, s'il a saisi une juridiction. Parce qu'il peut avoir saisi la juridiction et puis saisi le canal interne. Donc, c'est la juridiction qui, dans ces cas-là, s'il peut déposer une plainte au pénal, il va y avoir un suivi pénal, etc. Donc, c'est la même chose. Il y a un problème. Donc là, ça existe aussi dans Sapin 2, en revanche. C'est une situation de saisir une juridiction et en même temps saisir le pénal. Ah oui. Là, ce serait aussi dans les points de raison. Oui, c'est dans les points à raison. Alors après, donc pour la divulgation au public, alors vous allez me dire, c'était déjà dans Sapin 2, parce qu'on dit à défaut de traitement du signalement, donc la personne peut divulguer publiquement. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait, défaut de traitement du signalement? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas fait de retour ou est-ce qu'il n'a pas assuré le suivi? Et s'il n'a pas assuré le suivi, est-ce que ça veut dire qu'il... parce qu'il y a bien des cas où les situations sont complexes, donc dans les 3 mois, il a commencé à assurer le suivi, mais il n'a pas fini son enquête. Et je pense que dans cette situation-là, ce serait abusif. Dans cette situation-là, ce serait abusif de permettre à la personne d'aller divulguer publiquement, alors que c'est simplement un problème de délai, parce qu'il peut y avoir des enquêtes complexes. Oui. On a
3 mois et 6 mois, 7 jours, 3 mois, 6 mois. 3 mois et 6 mois. 6 mois, c'est pour les Voilà. externes. Et ce que vous dites, c'est que En 3 mois, je peux avoir 6 mois, voilà. 3 mois, je peux. Et 6 Pour mois. enfin, le délai, c'est pour un retour d'information, c'est pas forcément pour un traitement. En fait, Le délai. finalement, ça veut dire quoi? Finalement, est-ce que ça veut dire, est-ce que j'ai pas fait de retour d'information ou est-ce que j'ai même pas engagé un suivi? Et en fait, ça devrait vouloir dire, en fait, les deux. J'ai même pas donné de. C'est celui qui a rien fait du tout. Il n'a rien fait du tout dans le délai de 3 mois. Mais celui qui a fait un retour d'information, qui a commencé à faire du suivi, mais qui n'a pas fini parce que c'est complexe, parce qu'on est dans une affaire d'anticorruption, qu'on est, enfin de corruption, pardon, qu'on est sur une lointaine filiale et que c'est délicat de faire l'enquête, je ne sais pas pourquoi elle est en Chine ou ailleurs. Donc, voilà, la divulgation publique, enfin, il faut davantage entourer les conditions de la divulgation publique. Donc, j'ai proposé une rédaction, mais voilà, elle est bien entendu perfectible. Après, donc on a le sujet de l'extension du champ d'application personnel aux facilitateurs personnes morales, qui n'est pas dans la directive. Donc la directive prévoit le champ d'application, l'extension du champ d'application aux facilitateurs personnes physiques, mais pas aux facilitateurs personnes morales. Donc, l'objectif de la directive, c'est justement de créer un level playing field. Donc, ça veut dire qu'on risque d'avoir des distorsions de traitement selon le facilitateur est dans telle filiale, enfin, ça se passe dans telle filiale ou dans l'autre. Donc, ce n'est pas, à mon avis, une bonne chose. Et en plus, c'est compliqué. Autant on voit comment bien qu'on peut protéger une personne physique, autant une personne morale, c'est quand même beaucoup plus difficile à assurer la protection. Si ce n'est à travers éventuellement les contrats et les relations contractuelles. Et justement, on voit là un moyen aussi d'utiliser ou de détourner la procédure, justement pour faire pression par ce biais-là. Donc, on voit assez bien des stratégies d'action qui peuvent être menées via des sous-traitants, des fournisseurs, des ONG, pour utiliser ce biais. Donc, nous, on n'est pas du tout favorable à l'extension personne morale qui n'est pas prévue par la directive. C'est une surtransposition. Oui, alors sur ce point, juste pour bien faire part des débats et des réflexions qu'on a pu avoir, le monde associatif demande à ce que la définition de la personne morale, enfin beaucoup d'acteurs du monde associatif demandent à ce que la personne morale soit reconnue comme lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'on ait la définition de lanceur d'alerte de personne physique ou morale. Moi, j'y suis opposé personnellement, à titre personnel, parce que je pense qu'à mélanger les personnes physiques et les personnes morales dans la même logique de protection sera toujours au détriment de la personne physique. Et en fait, les personnes physiques, mon avis, étaient broyées, mais pas de personnes morales, mon avis, étaient broyées et que je ne pas sembler d'objectif. Donc, la solution qui me paraissait opérante, c'était de dire le facilitateur qui peut accompagner une personne physique dans son alerte peut bénéficier d'un exemple tout simple. Un document que le lanceur d'alerte divulgue, qu'il communique à la presse, même qu'il a en sa possession et qui active un canal externe, s'il le dépose chez un tiers ou chez une association qui l'accompagne, elle pourrait être accusée de procès de documents volés. Donc la question est, est-ce que le juge du temps, c'est une mission du juge à chaque fois, de dire bien sûr, elle détient ce document au titre de son accompagnement de l'alerte, parce que le lanceur d'alerte a partagé son dossier avec l'association, la maison du lanceur d'alerte, etc. Et pour ce fait-là, la maison du lanceur d'alerte ne peut pas bénéficier de la même protection que le lanceur d'alerte sur cet égard-là. Mais c'est bien à la main du juge. Donc on n'a pas donné droit aux demandes qui consistaient à dire mettons tout de suite les personnes morales comme lanceurs d'alerte. C'était une demande forte à laquelle personnellement je l'adhère. Alors effectivement, je l'avais vu à travers la synthèse des réponses à la consultation de la chancellerie, mais il n'en demeure pas moins qu'on voit aussi des dérives possibles à travers ces facilitateurs personnes morales. Je vais juste vous sensibiliser sur le fait qu'on a trouvé, je pense, une juste ligne de crête entre des demandes insistantes et très larges du monde associatif et ce qui me semble être la bonne ligne de crête. Ça me semble excessif. Pas du tout à propos d'étendre la définition de lanceur d'alerte aux personnes morales.
Voilà, je vais juste faire part de cheminement. Après, sur les alertes anonymes, effectivement, la PPL ne traite pas des alertes anonymes. Et je pense qu'on pourrait juste clarifier, de façon très rapide, dire que les alertes peuvent être anonymes, point barre. Ah oui, alors là, on est où? On est sur par rapport au document. Page 4, oui, merci, pardon. Voilà. Le signalement sans entrer dans le détail, parce que effectivement, après, quand le signalement est anonyme, on ne peut pas protéger la personne par définition. Oui. Par contre, c'est vrai que les entreprises, elles prennent dans l'ensemble, elles regardent les alertes anonymes, parce que derrière une alerte anonyme, il peut quand même y avoir des choses intéressantes. Donc, elles les traitent quoi qu'il arrive. Mais après, c'est mieux peut-être de clarifier que c'est possible, sinon on aura la question, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible Ah oui, je comprends. Voilà, juste de ce point de vue-là. Après, la CNIL a précisé un certain nombre de choses. Voilà. Merci. Là, c'est peut-être du ressort du décret. Oui, excuse-moi, je reviens sur ce point-là. Oui, ce que je dis, c'est que ça peut aussi être pour l'entreprise une opportunité, effectivement, De toute façon, a priori, elles le font. Sans exposer la personne, qui n'a pas du tout envie de. Voilà. De toute façon, on ne peut pas la protéger puisqu'elle de toute façon. Oui. Par contre, il y a des processus qui permettent de faire des alertes cryptées, etc. Sans identifier le nom de domaine, etc. Enfin, tout ça vient. Et ça permet juste de clarifier dans la loi que c'est possible. Très bien. Si on a traité une alerte anonyme. Je vais passer la parole à vos collègues. Est-ce qu'il y avait d'autres points que vous souhaitiez Alors oui, j'ai pas mal de propositions, mais alors peut-être là, une importante quand même, c'est les droits des personnes mises en cause. Si on peut finir là-dessus. Parce que en fait, la PPL n'en parle absolument pas. Donc, pour reprendre votre expression, il peut y avoir effectivement des vies qui sont dévastées aussi du côté des personnes mises en cause, de la même façon qu'il peut y avoir des vies dévastées du côté des lanceurs d'alerte. Et la directive elle-même prévoit que les personnes, les États membres, je ne sais plus exactement ce qu'ils ont mis, mais les États membres peuvent prévoir des mesures pour assurer les droits des personnes concernées. Voilà, qu'elles jouissent pleinement du droit à un recours effectif à un procès équitable, ainsi que la présomption d'innocence, etc. Et je pense qu'il y a un certain nombre de principes qui pourraient être posés, de protection des personnes mises en cause, le droit d'être assisté à un avocat, le droit de parler ou se taire, le droit, le cas échéant, d'avoir un interprète, le droit éventuellement d'avoir accès au dossier, etc. Donc, des droits fondamentaux qui pourraient être rappelés à cette raison. Oui, c'est-à-dire un peu de calquer le processus judiciaire sur ça. Ouais. Mais ça obligerait l'entreprise alors du coup à signaler. Et ben, ça permettrait d'assurer une meilleure protection. Ça permet de s'assurer que l'entreprise elle peut assurer un équilibre des droits des Je comprends. Mais est-ce que, c'est un point très important, est-ce que c'est, imaginons, un signalement farfelu, l'entreprise regarde, elle conclut qu'il y a un matière et que c'est farfelu. Il n'y a pas de sujet. Est-ce qu'on ne peut pas laisser son impôt? Mais là, elle se réfléchit. Ah non, je ne crois pas. Non, c'est quand il y a une enquête, c'est-à-dire quand il y a une enquête que ça se déroule, c'est à l'occasion d'enquête. Je veux dire un signalement farfelu à l'encontre de en place. Mais non, parce que là, la personne visée par un signalement, elle ne visée par un signalement. Alors, c'est peut-être mal exprimé. Mais je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire de dire, dès lors que. Il faut des garanties aux mises en cause, c'est-à-dire que quand il y a l'enquête, dans le cadre d'une enquête, ou alors il faut peut-être que. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans le cadre de la mise en place de l'instruction poussée. D'une enquête poussée interne au sein de l'entreprise, il faut assurer la garantie des droits des personnes mises en cause. Est-ce que c'est pas plus le rôle des IRP de participer à ça? Les IRP, en principe, ils ne sont pas mis au courant parce qu'il y a la confidentialité, il y a un traitement confidentiel. Donc, la confidentialité, elle concerne les deux personnes. D'abord, l'auteur du signalement et puis une personne visée. Après, il faut sans doute étendre un petit peu parce qu'il faut pouvoir effectivement
Si on a confié l'enquête à un avocat, s'il y a un responsable informatique qui va faire des enquêtes informatiques un peu poussées, un expert informatique qui va faire des enquêtes un peu poussées, on va forcément le tenir au courant, mais c'est tout, quoi. Il faut limiter au maximum Ce que vous dites, c'est les personnes qui sont… Ce que vous dites, en fait, c'est que l'entreprise ne doit pas faire une enquête à l'insu de la personne à qui. C'est ça que vous dites. En tous les cas, à un moment donné, il faut bien le missionner. Non, mais C'est là, un peu comme le salarié qui sera accusé de harcèlement. Ils peuvent commencer une enquête un peu en tournant autour, et puis il y a bien un moment donné où il faut que ce soit confronté avec la personne, parce qu'on ne peut pas, je pense, faire des conclusions sans avoir entendu la mais là, personne. ça, vous faites porter l'obligation sur l'entreprise. Oui. D'accord. Oui, je comprends. Alors, si on propose notamment qu'il puisse se faire assister par un avocat dans ce cadre-là, pourquoi tu réponds en matière de harcèlement, ça pose la question aussi d'équilibre général. L'idée, elle est intéressante. L'idée est intéressante. Alors, même chose sur le plan logistique, je ne peux peut-être pas… Non, bien sûr, non, mais on vous demande pas de sur un sujet comme ça, mais voilà l'idée. En tout cas, voilà l'idée. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je vous laisse la parole. Peut-être laisser la parole à la CPME. Si vous voulez bien, peut-être d'un mot, vous présenter, peut-être dire s'il y a des liens d'intérêt particuliers dont vous souhaiteriez nous faire part. Et puis après, notre regard. Oui, bien volontiers. Donc, très bien. Merci, monsieur le député. Donc, Bruno Dondero, je suis professeur de droit à l'Université Paris 1. Je suis président de la commission juridique de la CPME. Je suis également avocat au cabinet CMS Francis Lefebvre. Voilà mes différentes qualités. Ce que je vais dire est une appréciation que je vais faire en ma qualité de président de la commission juridique de la CPME. Voilà, mais je ne défends pas, ce faisant, d'intérêts particuliers autres. Voilà, je ne défends pas les intérêts d'entreprise en particulier. Voilà, je le fais dans le cadre de mon mandat à la CPME. Non, simplement, donc à la lecture de votre texte, de votre proposition de loi, j'ai quelques observations, mais une bonne partie a déjà été évoquée. C'est essentiellement, si on prend plus l'angle PME, alors effectivement, il n'est pas question de remettre en cause le processus de transparence qui a été initié par la loi Sapin et qui avait été initié avant par les différentes lois qui avaient précédé la loi Sapin, Sapin 2 exactement, et qui avaient créé des mécanismes protégeant les lanceurs d'alerte dans tel ou tel secteur particulier. Sur l'évolution qui est faite, c'est vrai que le point peut-être qui a le plus retenu notre attention, c'était de remplacer à l'article 6 de la loi Sapin l'indication qui était celle, je retrouve la formule exacte, voilà, qui était que le lanceur d'alerte, c'était une personne qui agissait de manière désintéressée et de bonne foi. Et là, effectivement, ça devient sans contrepartie financière directe et de bonne foi. Pour tout vous dire, la rédaction de la loi Sapin 2 a notre préférence parce que là, nous, on a plutôt vu des risques de dévoiement ou de détournement de la procédure dans le remplacement de ce critère, parce que la crainte, c'est quoi? La crainte, ça serait que quelqu'un, alors qui ne va pas être payé directement, quelqu'un qui n'aura pas perçu une contrepartie financière directe, très bien, aucun problème, mais quelqu'un qui va signaler des faits pour faire tomber un concurrent, par exemple, il n'aura pas de contrepartie financière directe, il aura une contrepartie financière indirecte et il bénéficiera de la protection. Donc, il nous semble que le fait de parler d'agir de manière désintéressée reste un critère plus protecteur. Voilà, et je ne crois pas qu'on réduira. Il y a une forte protection qui est donnée et qui est accrue par votre texte sur les lanceurs d'alerte, et la protection en tant que telle est une bonne chose. La question, c'est qui on fait entrer dans ce statut de protecteur. Une fois qu'on a qualifié de quelqu'un de lanceur d'alerte, il ne faut pas mégoter sur sa protection, mais il ne faut pas, à notre sens, faire rentrer trop facilement dans ce statut, parce que sinon,
Le problème, c'est voilà, c'est le risque de détournement. Vous allez vous retrouver avec, ça peut être des concurrents français ou étrangers, ça peut être des activistes, ça peut être des personnes tout simplement mal intentionnées. On pense, si on prend l'angle CPME, on pense particulièrement au chef d'entreprise d'une PME qui, lui, Odile parlait de vie dévastée. Effectivement, ça peut être très facile de se retrouver mis en cause publiquement sans pouvoir véritablement répondre. Bon, voilà, donc permettre aux vrais lanceurs d'alerte d'être protégés, oui. Donner à toute personne qui est, vous allez voir qu'il y a quelques passages peut-être du texte qui mériteraient d'être resserrés un tout petit peu, permettre à toute personne qui prétend signaler des faits qui mériteraient d'être précisément signalés. Il nous semble que on donne peut-être une protection à des personnes qui ne seront pas des lanceurs d'alerte qui agissent dans l'intérêt général. Et il y a un autre point particulièrement, alors sur la question du lanceur d'alerte personne morale, effectivement, bon, ce qui a été dit précédemment est tout à fait en accord avec ce que nous pensons, à savoir que voilà, ce n'est pas une protection qui doit être étendue aux personnes morales, parce que les personnes morales, alors, moi, il me semble qu'une bonne raison de ne pas l'étendre, c'est que les personnes morales qui vont être concernées, ça va être des personnes morales qui seront vraisemblablement des associations, dont des groupements à responsabilité limitée. Il me semble que c'est des groupements qui ont un objet social affiché, qui prennent un risque, qui prennent leur risque lorsqu'elles agissent, qui ont des moyens pour ça. Voilà, donc je ne suis pas certain que la très forte protection qui est donnée aux lanceurs d'alerte doive être étendue aux personnes morales. Non, simplement le point peut-être qui n'a pas été évoqué, c'était toujours sur le champ d'application. Il nous semble qu'il y a une évolution qui tient à quelques mots, mais je ne sais pas si c'est véritablement intentionnel. C'est dans l'article 6 grand 1, qui serait le nouvel article 6 grand 1 de la loi Sapin. Peut-être encore une fois que je comprends mal le texte, mais ça concerne les infractions, enfin les signalements qui sont faits. C'est-à-dire que ça porte sur un crime ou un délit, très bien, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, d'accord, violation ou tentative de dissimulation de violation d'un engagement international, on le comprend très bien, mais à la fin, ça parle d'une violation du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Et tel que c'est rédigé, c'est beaucoup plus large que ça n'était le cas dans la loi Sapin version première. Et si c'était adopté, ça fait que toute violation de la loi ou du règlement, mais même sur des choses, même le dernier article réglementaire du Code de l'environnement, pourrait se trouver donner accès au statut de lanceur d'alerte. Et si on a en tête quelqu'un qui va vouloir faire la peau d'un chef d'entreprise pour de mauvaises raisons, il me semble que tel que c'est rédigé, ça lui donne un peu un boulevard. Voilà, c'est quand vous regardez le texte, alors la directive, elle est effectivement, elle vise des textes en renvoyant à d'autres pans du droit européen. Et quand vous regardez la loi Sapin 2, elle parle, en fait, quand elle parle de la loi ou du règlement, mais c'est telle qu'elle est rédigée, on comprend plutôt que elle parle de l'engagement unilatéral pris pour le fondement d'un tel engagement. Enfin, sa formulation semble moins large, me semble-t-il, que celle qui est retenue par le texte actuel. Voilà, c'était surtout pour signaler cette ouverture qui est sans doute excessive, que je voulais attirer votre attention sur l'article 6. Oui, alors effectivement, la loi Sapin 2 dit déjà de la loi ou du règlement, très large en fait, comme l'article 6 de la loi Sapin 2 dit déjà, fondement de la loi ou du règlement. Ce qu'on a rajouté, c'est le droit de l'Union. C'est un peu flou, et est-ce que c'était inclus ou pas, mais on l'a rajouté de façon explicite, parce que la directive de façon explicite. Bon. Mais en revanche, de la loi du règlement figurait déjà, juste pour bien être clair.
Mais effectivement, oui, mais dans une position, si vous me permettez, dans une position qui c'était pas toute violation de toute loi ou de tout règlement dans le oui, texte. c'est vrai, vous avez raison. Alors que, voilà. C'est-à-dire que je prenais l'exemple en réunion de travail pour préparer cette réunion, je prenais un exemple qui était que vous allez trouver dans le Code du travail une prescription réglementaire qui va vous dire qu'il faut qu'il y ait entre deux fenêtres du bureau tel espacement minimum, il y aura 15 cm qui manqueront, et bien ça permettra de faire un signalement lanceur d'alerte et de bénéficier de la protection correspondante. Voilà. Alors, attention, On n'est plus dans quelque chose qui est quelque chose de grave. Je comprends, mais la question, c'est si vous licenciez quelqu'un parce qu'il dit qu'il y a un écartement de fenêtre de 2 cm de moins sur la fenêtre. Parce que notre texte n'intervient qu'en cas de représailles, en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas, contrairement à un salarié protégé, par exemple, qui, lui, va bénéficier, de par son statut de salarié protégé, de toute une batterie de droits, de procédures spécifiques, on ne peut pas le licencier sans saisir l'instruction de travail, etc., etc. Là, pas du tout. Là, c'est uniquement si l'entreprise le vire, parce qu'il a dénoncé qu'il manquait 2 cm en tour de fenêtre, que du coup, se pose la question. Vous voyez ce que je veux dire? On est uniquement sur la sanction. Il n'y a pas de reconnaissance d'un statut de lanceur d'alerte qui lui donnerait un bouclier d'invulnérabilité dont il puisse se prémunir. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce qui manque, il y a quand même violation grave et manifeste est un facteur commun. Et donc, violation grave et manifeste de la c'est la directive règlement. qui supprime cette notion de grave et manifeste. Donc, du coup, on était dans cette nécessité de ne pas sous-transposer, en fait, en l'occurrence. Mais je comprends. Oui, c'est-à-dire que quand on lit le texte, voilà, c'est. Je comprends le point, mais gardez bien à l'esprit que le fait de s'autoproclamer lanceur d'alerte ou de dire qu'on est lanceur d'alerte, etc., n'entraîne aucun droit. La protection n'intervient à l'absence que dès lors qu'il y a le représailles. Oui, enfin, ça implique quand même pour l'entreprise, effectivement, alors d'assurer un suivi. Enfin, si je prends le cas de la PME, effectivement, que je trouve à l'article 8, grand 1, effectivement, donc on nous dit que le signalement va se faire auprès du supérieur hiérarchique direct ou indirect. Si on lit le texte en imaginant un détournement de la procédure, ça me permet quand même de demander à mon employeur des comptes sur cet espacement insuffisant des fenêtres. Et s'il ne fait rien, ça me permet de saisir différentes autorités, ça me permet de porter sur la place publique la question et de bénéficier de ce statut du lanceur d'alerte. Alors, on peut se dire ça n'arrivera pas ou ça arrivera dans des situations particulières, il suffira de saisir un juge, voilà. Voilà, moi je pense plutôt au petit chef d'entreprise qui va se retrouver quand même assez isolé dans un dispositif qui est assez complexe et il n'aura pas une équipe, une direction juridique pour l'accompagner là-dedans il ne saura pas quoi faire par rapport à quelqu'un qui lui dira qu'il est lanceur d'alerte et il se dira j'ai une personne, alors il y a même une immunité de responsabilité civile, donc il se dira mais je ne peux rien faire finalement. Et je pense que autant admettons qu'il y ait une forte protection et ne la remettons pas en cause, mais faisons attention au champ d'application parce que sinon on va créer des espèces de zones de protection absolue dont on ne saura pas finalement, qui s'appliqueront aussi bien aux faits les plus graves qu'à des questions très techniques et qui n'auront finalement comme seul intérêt que de permettre d'aller nuire à un chef d'entreprise. Voilà. Oui, je comprends. Deux remarques quand même. Votre point est tout à fait important. La première remarque, c'est qu'aujourd'hui, on peut aller devant un juge parce qu'il y a 2 cm d'espacement entre deux fenêtres, et on peut aller en justice d'entreprise. Donc, tout cela existe aujourd'hui en droit et tout le monde a le droit constitutionnel d'aller en justice du coup, un salarié peut attaquer son entreprise devant le juge parce qu'il manque les deux fameux sanctions. Deuxième remarque, on est quand même là dans une difficulté du législateur que je partage avec vous, puisqu'on parle de l'élaboration de la loi, c'est qu'on a une directive qui ne reprend pas du tout la terminologie grave et manifeste.
Et que donc, si je gardais cette terminologie de Sapin 2, de facto, je sous-transpose. Vous voyez, et du coup, c'est pas possible, on va sous-transposer. Alors, la directive, elle a un champ d'application qui ne va pas jusqu'à à la rigueur, si on veut transposer précisément, on reprendra le champ d'application de la directive. Mais la directive, elle a un champ d'application qui fait référence à une série de domaines qui sont et qui renvoie à un annexe pour une série de domaines qui relèvent du droit de l'Union et d'actes de l'Union. Voilà, enfin, santé publique, protection des consommateurs, protection de l'environnement. Mais c'est des débats, oui, il y a tout, hein, dans la consommation, de l'environnement, de la sécurité, etc. La santé, enfin, qui est quand même très vaste. Mais on a eu des discussions effectivement assez poussées, à la fois avec le Conseil d'État sur sa lecture, à la fois avec le gouvernement. Mais on ne souhaite pas avoir d'abord la séparation du domaine du droit de l'Union et du domaine qui n'appartient pas au droit de l'Union est complexe. Et ça donne un champ de complexité infinie auquel le gouvernement et nous-mêmes pensons que pour copier-coller la directive et la juxtaposer avec Sapin 2, on serait dans une complexité énorme de droit. Donc on fait le choix de la simplicité. Et c'est un choix dont on a encore parlé hier avec le gouvernement. Je pense que le choix, si vous voulez, de juxtaposer une transposition minimaliste de la directive en l'état avec un cadre Sapin 2 n'aurait pour effet que d'induire des champs de complexité qui seraient au détriment du monde de l'entreprise, parce que, probablement au profit des avocats, mais au détriment de la simplicité de la lecture du droit. Donc c'est un choix assumé de dire, ne créons pas des sous-catégories qui ne traiteraient que du droit de l'Union, parce que je vous mets au défi de m'expliquer dans les transpositions et dans le détail des transpositions, est-ce que c'est une surtransposition, donc elle arrive dans une transposition, mais est-ce que c'est le droit de l'Union ou pas? C'est des champs d'une complexité telle que pensons passage. Oui. Vous voyez, non, mais voilà, j'entends bien, je ne sais pas si, voilà, avec ce champ d'application aussi large qu'il est, je ne sais pas, ça aura peut-être quand même un effet perturbateur sur le fonctionnement des entreprises parce que elles se retrouveront face à des signalements pour tout et n'importe quoi et se diront « Ah, j'ai affaire à un lanceur d'alerte ». Elles sont peut-être impressionnées par ce statut qui n'était peut-être pas justifié au regard de la directive. Voilà, mais voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire. Cette difficulté est vraiment liée à la directive, si on gardait le plus grave et manifeste, on ne serait pas dans le champ de la directive. Non, mais moi c'est pas grave et manifeste, c'est le fait de définir par champ d'application. C'est-à-dire que la directive vise quand même des domaines particuliers, certes très larges, protection des consommateurs, santé, environnement, et nous on finit avec un texte en droit français qui vise toute violation d'une loi ou d'un règlement. Non, mais je comprends votre point. Je comprends votre point. Il est pertinent et ça a fait l'objet de beaucoup d'échanges, à la fois avec le Conseil d'État, à la fois avec le gouvernement, pour essayer de calibrer au mieux. Alors, c'est la difficulté de transposition des directives et de leur intégration dans le droit national. Hein. On a fait le choix de la simplicité. Moi je le revendique, ce choix aussi. D'accord, j'entends. Et je pense qu'il est au service des entreprises aussi, parce que, ok, on pourrait imaginer que quelqu'un s'amuse à dénoncer vos 2 cm entre les fenêtres, hein, et à essayer de s'étendre sur Internet en disant ils n'ont pas respecté les 2 cm entre les fenêtres. Encore une fois, il peut aussi aller en justice et vous attaquer pour le respect des 2 cm et pour ne pas avoir pris des mesures sur les 2 cm. Donc ce risque existe aujourd'hui. Oui, ce risque existe aujourd'hui, mais quelqu'un pourra, avec le texte en l'état, quelqu'un pourra en immunité de responsabilité civile
a fortiori si la violation des quelques centimètres est respectée. Si je déroule la lettre du texte, je le signalerai à mon employeur ne réagira pas suffisamment, je saisirai le canal externe, et puis je rendrai peut-être public si je suis dans les conditions qui sont prévues par le texte, et au final, j'aurai une immunité de responsabilité civile, en plus du statut de protection qui me mettra à l'abri de toute sanction. Il faudrait qu'un juge adhère à tout ce raisonnement. Il faudrait qu'un juge adhère à tout ce raisonnement, parce que c'est quand même le juge qui donne... Le juge va quand même être impressionné par l'article 10.1 grand 3 de la loi Sapin. N'encourt aucune responsabilité civile dès lors qu'elle pouvait considérer que le signalement ou la divulgation était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause. Le juge, il va quand même se trouver face à une immunité de principe et avec un critère qui est plutôt un critère d'apparence. Bon, ça va peut-être l'impressionner quand même, le juge. J'entends bien que le juge appréciera, mais on a quand même mis en place un système. Le fait qu'on l'ait énormément ouvert au départ fait que ça rend le système pouvant être l'instrument de dévoiement. J'espère qu'ils n'interviendront pas ou qu'ils seront suffisamment contrôlés par d'autres moyens comme la notion de fraude, par exemple. Voilà. Oui, non, mais j'entends le risque théorique, je comprends ce que vous dites, et c'est tout à fait... Sur ce point, ce sera peut-être intéressant de voir ce que font les autres États membres. Oui. En tous les cas, demain, j'ai un workshop où interviennent différents États membres, donc je vais essayer de poser la question pour voir ce que font les autres là-dessus. Ah ben, très volontiers, si vous pouvez nous faire part de ces éléments. Alors, les pays sont en retard dans la transposition, hein. Donc, ce sera très intéressant. Oui, ce sera très intéressant. Parfait. On sera preneur. Oui, je vais poser la question. Parfait, je vous remercie. Est-ce que vous avez d'autres points à aborder? Non, pour ma part, non. Monsieur Dufour, est-ce que vous avez des éléments complémentaires également? Non, très bien. Bon, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est très important d'avoir votre avis. Merci pour le document aussi qu'on verra avec attention. En tout cas, merci de votre disponibilité. Je me permettrai de revenir vers vous si j'ai des questions de rédaction sur les documents ou d'évolution. Et puis, en tout cas, je suis très sensible au point que vous mentionnez sur la notion de direct ou pas direct, sur les éléments d'anonymat, les éléments de l'articulation canal interne et de la performance canal interne quand est-ce qu'on dit qu'il n'est pas performant et que du coup, ça justifie le passage à un niveau extérieur. Personne morale, la condition est plutôt forgée, comme vous dites, de transparence. En revanche, il faut vraiment que je réfléchisse, peut-être sur la dernière partie et la façon dont on ne refait pas porter une obligation de plus à l'entreprise dans le droit informé la personne visée. Et en même temps, on est effectivement un souci de transparence. Donc il faut qu'on arrive à voir comment tout ça peut s'articuler. En tout cas, un grand merci à vous, madame. Merci à vous. Pour ce temps que vous avez consacré. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.